Dans cette deuxième vidéo du cycle Semences et variétés, marché, domaine public et théorie de Commons, je vais commencer à expliquer un peu plus en détail à partir de l'exemple de l'UPOV en quoi le droit de la propriété intellectuelle, en définissant ce qu'est une variété protégeable par un droit de propriété intellectuelle, a aussi défini en filigrane ce qui ne l'est pas et doit rester en libre accès. Ce faisant, l'UPOV a défini dans le domaine de la génétique végétale et de l'amélioration des plantes les contours du domaine public. L'étendue de cet acte, parce qu'en creux, est immense. Et notamment parce que l'UPOV va ainsi faire tomber toutes les variétés traditionnelles, toutes les variétés locales, toutes les variétés de pays, appelons ça comme on veut, dans le domaine public à l'échelle des États. Alors, allons-y, qu'est-ce que l'UPOV ? Qu'est-ce que l'UPOV ? L'UPOV, c'est l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales. C'est un traité qui a été signé en 1961 pour donner aux généticiens sélectionneurs de nouvelles variétés des droits de propriété intellectuelle sur leurs innovations végétales. Ce droit de propriété intellectuelle spécifique à l'amélioration des plantes s'appelle un COV, Certificat d'obtention végétale, qu'on appelle en anglais PVP pour Plant Variety Protection. En fait, les droits de propriété intellectuelle sur les plantes se sont développés très lentement au cours du XXe siècle, précisément à cause de la complexité de l'objet semences et variétés que j'ai rapidement exposé dans la première vidéo de ce cycle consacré aux semences et aux variétés des plantes cultivées. L'enjeu pour les États modernes a été de protéger les intérêts des sélectionneurs de nouvelles variétés en leur reconnaissant des droits de propriété intellectuelle sur leurs inventions, tout en laissant les ressources génétiques, la matière première de l'amélioration des plantes, en libre accès. Il ne fallait donc pas donner de droits de propriété intellectuelle trop puissants qui conduisent à une privatisation de la ressource génétique elle-même. Ceci explique que le droit commun des brevets ait été longtemps écarté pour protéger les innovations variétales. Ceci explique que la mise en place d'un droit de propriété intellectuelle sui generis, c'est-à-dire spécifique aux variétés végétales améliorées, l'UPOV, l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, se soit imposée, en tout cas en Europe, car cette histoire en Amérique du Nord est sensiblement différente. Nous verrons cela dans la troisième vidéo. Je reste concentré ici sur le fonctionnement de l'UPOV. Le COV, le certificat d'obtention végétale, vise donc à, on l'a dit, à protéger les droits de propriété intellectuelle des généticiens sélectionneurs de nouvelles variétés qu'on appelle encore les obtenteurs. Les États veulent ainsi les encourager dans leur activité d'amélioration des plantes afin d'assurer un progrès génétique continu qui ne soit plus simplement le résultat de la recherche publique. C'est un droit sui generis, comme je l'ai dit, car c'est un régime de propriété intellectuelle spécifiquement conçu pour répondre aux besoins des sélectionneurs et spécifiquement adapté au type d'invention qu'ils créent. En d'autres termes, c'est un droit de propriété industrielle qui se distingue du droit commun des brevets en mettant en place un titre de propriété spécifique, le COV. Vous ne pouvez pas protéger par un COV quelque chose d'autre qu'une variété végétale nouvelle. A l'inverse, vous pouvez protéger aujourd'hui à peu près n'importe quel type d'invention par un brevet qui s'étend aujourd'hui à tout un champ de sciences et de techniques. Toutes les variétés végétales ne peuvent évidemment pas être protégées par un COV. Il y a des critères à respecter pour déposer un droit de propriété intellectuelle sur une plante nouvelle. Pour commencer, rappelons quels sont les critères du droit commun des brevets précisément pour protéger une invention. 3 critères. Une invention doit être nouvelle, non évidente pour l'homme de l'arbre, et susceptible d'application industrielle. Ces critères n'étaient pas adoptés à l'amélioration des plantes, notamment parce que définir la nouveauté d'une nouvelle variété par rapport à toutes les autres variétés déjà existantes de la même espèce n'est pas chose facile, vous vous en doutez. Pour déterminer la nouveauté, il faut en effet que la nouvelle variété soit distincte des autres variétés déjà connues, il faut que l'ensemble des individus qui composent la variété soient relativement homogènes entre eux, et enfin, il faut que ces individus soient stables d'une génération à l'autre. Ce sont donc ces critères de distinction, d'homogénéité et de stabilité, DHS en abrégé, qui vont être retenus pour protéger ou non une innovation végétale par un COV. Ces critères DHS vont avoir des effets extrêmement forts sur la manière dont les professionnels vont faire de la sélection variétale. Ils vont coller le plus possible leur schéma de sélection à cette recherche de distinction, d'homogénéité et de stabilité, puisque seules les variétés DHS vont être désormais protégeables. Et le résultat, c'est que principalement 2 schémas de sélection vont être privilégiés. Premièrement, la sélection de lignées pures pour les espèces autogames comme le blé et le riz. Deuxièmement, la sélection d'hybrides et fins pour les espèces allogames comme le maïs, pour lequel les critères DHS sont testés non pas sur la semence commercialisée, qui n'est pas stable, mais sur les lignées parents qui, elles, le sont.
Dans les deux cas, le système UPOV ne laisse d'existence commerciale qu'à des variétés au phénotype fixé, l'effet recherché étant principalement la standardisation des cultures, première condition de la mécanisation des récoltes. Sur cette carte, vous voyez en vert les pays membres de l'UPOV. Cela veut dire que dans tous ces pays, tout sélectionneur qui veut commercialiser ses semences, quelle que soit sa nationalité, trouvera un régime national de propriété intellectuelle qui lui permet de protéger sa variété par un COV. Alors il faut bien sûr qu'il fasse la démarche de demande de COV auprès des services compétents dans le pays en question, mais normalement, il est à peu près garanti de pouvoir protéger ses droits intellectuels sur sa variété. L'UPOV est aussi un régime sui generis par rapport au droit des brevets à nouveau, pour deux autres raisons très importantes. Son article 15.1 limite les droits de l'obtenteur quand sa nouvelle variété est utilisée à des fins de recherche et de sélection. C'est ce que l'on appelle l'exception de recherche et l'exception de sélection. Tout sélectionneur peut donc utiliser une variété protégée par un COV comme source de variabilité génétique pour créer une autre variété. C'est un point très intéressant car ça signifie que la variété protégée par un COV est un bien privé mais qu'elle reste en libre accès pour les ressources génétiques qu'elle renferme pour la recherche. Cet article 15.1 reconnaît que les ressources génétiques continuent dans une variété privée à être du domaine public. L'article 15.2 autorise les États à reconnaître le droit des agriculteurs de sélectionner leurs semences à partir de leurs récoltes, mais uniquement pour leurs propres besoins. L'article 15.2 n'autorise pas les États à autoriser les agriculteurs à produire des semences à partir des variétés pour les échanger ou les vendre entre eux. Vous aurez noté que cette exception est facultative, ce qui veut dire que les États peuvent, s'ils le désirent, interdire totalement cette pratique ou l'encadrer strictement, ce qui est le choix par exemple de la France. Ces exceptions constituent un très bon exemple pour montrer que la propriété d'un bien n'est jamais tout à fait un droit absolu sur la chose possédée. Vous savez que les théoriciens de la propriété montrent que le premier attribut de la propriété est le droit d'exclure. Ici, le détenteur d'un COV, en dehors de l'octroi de la licence, n'a pas un droit absolu d'exclure autrui de l'usage de sa variété. Le COV est donc une bonne illustration de ce que les théoriciens de la propriété désignent souvent sous le terme de faisceau de droit, bundle of rights en anglais. Le COV donne un faisceau de droits à son détenteur, principalement le droit d'accorder différents types de licences à des industries semencières pour la multiplication des semences de sa variété, le droit d'exclure tout acteur économique qui utiliserait sa variété à des fins commerciales sans payer de licence d'utilisation, mais la loi limite son droit d'exclure les agriculteurs de l'usage de la variété, son droit d'exclure d'autres sélectionneurs pour l'usage de la variété comme tête de lignée pour des améliorations subséquentes. D'emblée, vous voyez que l'organisation de la propriété intellectuelle sur les obtentions végétales, en définissant ce qui est appropriable, définit aussi ce qui ne l'est pas, et par conséquent, qui doit rester en libre accès. C'est un point très important qui n'a pas été, selon moi, assez bien souligné dans la littérature. En effet, la thèse que je soutiens est de dire que c'est le droit de propriété intellectuelle qui est la principale source juridique de l'articulation de trois grandes sphères, la sphère des biens collectifs, la sphère des biens privés, la sphère du domaine public. Prenons un exemple, le Nep Kai Wa Vang, une variété locale de riz au Vietnam sur laquelle j'ai longuement travaillé il y a quelques années. Qui possède cette variété au départ ? Personne d'un point de vue légal. Cette variété a été sélectionnée par différentes communautés rurales du delta du fleuve Rouge durant différentes générations à travers différentes périodes historiques et reste en constante évolution au gré des fluctuations de l'environnement naturel et commercial. Donc les variétés locales peuvent avant tout être considérées comme des biens collectifs. Mais il est impossible d'en attribuer la propriété à une communauté rurale clairement définie que l'on pourrait désigner comme le propriétaire des droits sur la variété. C'est également un sujet très controversé de savoir si ces variétés locales peuvent être regardées comme des common pool resources, tels que décrits par Elinor Ostrom dans sa théorie des communs. En effet, on n'observe pas de règles d'accès aux ressources en vue d'en assurer la durabilité, car quand bien même les agriculteurs sont conscients des phénomènes de dérive génétique, chaque foyer fait sa propre sélection sans mettre en place de règles collectives contraignantes, comme dans le cas des commons, pour gérer la variété dans un certain sens. Pour toutes ces raisons, il me semble raisonnable de dire que ces variétés locales sont des patrimoines locaux, parce que ça souligne le caractère collectif de la variété et ça souligne aussi que l'usage de ces variétés englobe dans la production deux soucis propres aux valeurs patrimoniales, la conservation et la transmission aux générations suivantes.
Bien sûr, ces variétés locales sont aussi des ressources génétiques, qui sont le matériau de base d'amélioration des plantes, et d'où les sélectionneurs sortent de nouvelles variétés qu'ils peuvent protéger par un COV, si ces nouvelles variétés passent les tests DHS. Un nouvel ensemble apparaît, la sphère des biens privés, et la question qui émerge alors est comment on règle les conflits potentiels résultat de l'intersection de ces deux ensembles. L'article 15 de l'UPOV est une solution. L'exception de semences de ferme, privilège de l'agriculteur, et l'exception de recherche et de sélection, a été une manière extrêmement efficace pour effacer les conflits potentiels émergents de cette intersection. Mais ce qu'il faut bien noter, c'est que cet article est à l'origine d'une clarification du statut des ressources génétiques végétales. Les ressources génétiques deviennent une ressource en libre accès. Un troisième ensemble apparaît donc dans mon paysage, la sphère du domaine public. En fait, ce qu'il faut vraiment souligner, c'est que si les variétés locales en tant que ressources génétiques étaient considérées en accès libre dans les pratiques des sélectionneurs depuis le XIXe siècle, c'est le droit UPOV qui les institue pour la première fois clairement en 1961 comme du domaine public. Notez bien que le droit de propriété intellectuelle étant national, le domaine public ainsi défini a naturellement un domaine de définition nationale. C'est-à-dire que les ressources génétiques relèvent des souverainetés nationales. Ce sont les États qui déterminent, comme ils l'entendent, les règles d'accès à ces ressources nationales et qui, le plus souvent, à travers de leur droit de propriété intellectuelle, en font des ressources en libre accès, du domaine public. Que se passe-t-il à l'échelle internationale, c'est-à-dire dans les relations entre les États ? Comme les États sont souverains, ce sont eux qui, à nouveau, déterminent comment ils entendent régler l'accès aux ressources génétiques qui se trouvent sur leur territoire pour des demandes d'étrangers. Évidemment, pour éviter trop de protectionnistes en la matière, le droit international est très fortement intervenu en faveur d'une circulation facilitée des ressources génétiques à travers le monde. Or, au cours des années 1980, les relations internationales entre le Nord et le Sud sont devenues très tendues sur ces questions. Les pays en voie de développement ont reproché aux pays riches d'accéder librement à leurs ressources génétiques et de déposer ensuite des brevets très juteux sur les innovations en découlant, et ce, dans de nombreux secteurs, la génétique, les biotechnologies, la pharmacie, la cosmétique, la santé, la médecine, etc. La solution recherchée par la diplomatie internationale a alors été la suivante. On reconnaît vos souverainetés nationales sur les ressources génétiques, vous reconnaissez nos brevets sur les innovations qui en découlent. Et c'est en fait l'un des éléments essentiels de la Convention sur la diversité biologique en 1992. La reconnaissance des souverainetés nationales est en effet un préalable à la mise en place de contrats de partage des avantages entre les pourvoyeurs de ressources et les utilisateurs. La reconnaissance des brevets étant la condition pour générer des profits à partager. Tout le monde devait être gagnant. En fait, la FAO, même si elle reconnaît la nécessité de partage des avantages, n'a jamais cru que l'accès marchand et contractuel pouvait être pourvoyeur de plus de justice que le libre accès aux ressources génétiques. Et donc en 2001, le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture organise à l'échelle internationale ce qu'on appelle le système multilatéral d'accès facilité aux ressources génétiques, qui n'est pas tout à fait un retour au libre accès aux ressources génétiques à l'échelle internationale, mais qui est néanmoins essentiellement conçu pour extraire les ressources génétiques des plantes cultivées des règles d'accès et de partage des avantages contractuels mis en place par la Convention sur la diversité biologique quelques années plus tôt. Alors, il y a pas mal de travaux académiques aujourd'hui qui voient dans le TIRPA, donc ce traité international de la FAO sur les ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation, l'institutionnalisation des ressources génétiques des plantes cultivées comme un Global Commons. Je reviendrai sur ce point. En tout cas, pour le moment, sachez que historiquement, le TIRPA, ce traité international de la FAO, est une sorte de réplique à la Convention sur la diversité biologique qui vise à internationaliser la notion de domaine public par-delà les souverainetés nationales. Et donc je dirais qu'il fait des ressources génétiques végétales un bien public mondial qui doit être le plus facilement accessible. Et c'est pour cela que sur mon schéma, il se superpose à l'échelle internationale à la notion de domaine public d'échelle nationale. Cette édification des ressources génétiques en domaine public a des effets très forts sur les deux autres sphères. Bien sûr, ça limite le droit des obtenteurs sur les variétés protégées par un COV. C'est cette deuxième intersection sur mon schéma. Mais surtout, et c'est ce qui m'intéresse le plus dans cette présentation, c'est que ça limite encore plus
les droits collectifs des communautés sur les variétés locales. C'est cette troisième intersection, puisque ça consiste à nier que ces communautés ont de quelconques droits sur l'usage de ces variétés locales, comme je le disais dans la première vidéo. En fait, l'édification des ressources génétiques comme ressources relevant du domaine public est la principale cause de la disparition de la première sphère des droits collectifs sur les ressources locales. Et il est important de souligner à quel point la disparition de ces droits collectifs sur les patrimoines locaux n'est pas tant le résultat d'une privatisation du vivant que celui d'une nationalisation du vivant. On relie ainsi l'histoire de la génétique à la grande histoire des enclosures des commons, c'est-à-dire la suppression des terres communales au XVIIIe siècle d'abord, en Angleterre, puis dans le reste de l'Europe. Les historiens considèrent en effet aujourd'hui que l'appropriation privée dans ce mouvement des enclosures est moins importante que la construction des domaines des États. La construction de ce domaine public contre toutes les formes de propriété collective sur les ressources locales. La FAO n'est certainement pas indifférente à ce problème et elle travaille à le compenser en tentant de remettre les communautés rurales au centre de la conservation de l'agrobiodiversité, notamment en incitant les États à reconnaître les droits des agriculteurs sur les variétés qu'ils cultivent. Que dit la FAO dans le tiers-pas à propos de ces droits des agriculteurs? Elle dit dans son préambule que les agriculteurs ont des droits sur les ressources génétiques agricoles au nom de leur contribution passée, présente et future à leur conservation. Elle dit aussi que les droits des agriculteurs de conserver, d'utiliser, d'échanger et de vendre des semences de ferme constituent un élément fondamental de la réalisation concrète des droits des agriculteurs. Alors, si vous avez bien suivi ce qui précède, vous allez me dire c'est un peu contradictoire. D'un côté, le tiers-pas fait des ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation un bien public mondial pour que les sélectionneurs puissent y puiser le plus librement possible, et de l'autre, elle tente de donner des droits collectifs aux paysans sur les variétés locales. Oui, c'est vrai, il y a un certain antagonisme, et je dirais même que le tiers-pas est pétri de ce type de contradiction. Mais je crois que ces contradictions viennent du fait que le tiers-pas essaie précisément d'inciter les États à être attentifs à trouver un bon équilibre entre les titres des propriétés des industriels, l'accès le plus libre possible à la ressource et les droits des agriculteurs sur les variétés qu'ils cultivent. Il y a donc une réelle volonté de faire revivre les droits collectifs des communautés sur les ressources locales, qu'il ne faut bien sûr pas minorer dans les analyses critiques que l'on peut porter sur ce traité international de la FAO. Bon, voilà, je dirais que ce schéma correspond à peu près à la situation que l'on trouve aujourd'hui dans la plupart des pays. Les droits collectifs des agriculteurs sur les variétés actives ont disparu ou sont en train de disparaître. Et c'est bien plus la cause des réglementations administratives sur les catalogues des semences et des variétés et la notion juridique de domaine public qu'à cause de l'appropriation du privé par le certificat d'obtention végétale. Donc, on ne peut pas vraiment parler de privatisation du vivant, mais plutôt d'étatisation ou nationalisation des ressources génétiques paysannes. Néanmoins, si on s'arrête là, l'idée que les pouvoirs publics ont réussi à maintenir un relatif équilibre entre la sphère des biens privés, celle du domaine public et celle des biens collectifs n'est pas totalement fausse, notamment si on arrive vraiment à réaliser le droit des agriculteurs tel qu'il est énoncé dans le préambule du traité international de la FAO pour les ressources phytogénétiques, c'est-à-dire à les laisser libres de produire, échanger et commercialiser leurs semences. Ce qui était garanti dans la version de l'UPOV de 1961, ce qui ne l'est plus vraiment dans sa version de 1991. Mais le problème, c'est que ce schéma ne prend pas en compte l'arrivée des brevets pour protéger les innovations végétales. Le recours aux brevets vient changer beaucoup de choses dans ce schéma. C'est ce que je vais maintenant examiner dans la prochaine vidéo. Que retenir de cette vidéo ? Eh bien d'abord que l'UPOV est une convention qui donne des droits de propriété intellectuelle à des obtenteurs sur des variétés nouvelles à condition qu'elles soient DHS, c'est-à-dire distinctes, homogènes et stables. Mais plus encore peut-être que c'est en définissant en plein ce qu'est une variété appropriable que ce droit de la propriété intellectuelle a défini en filigrane le domaine public en y mettant toutes les variétés locales, toutes les variétés traditionnelles, toutes les variétés de pays que l'UPOV, les États et les professionnels considèrent désormais comme des ressources génétiques sur lesquelles les populations locales n'ont aucun droit.
Retenez également que les deux principes d'exception au droit de l'obtenteur, qui font du certificat d'obtention végétale un droit de propriété intellectuelle moins exclusif que le droit des brevets, permet une coexistence relativement pacifique entre les biens privés, les biens collectifs et le domaine public. Enfin, n'oubliez pas non plus que si ce sont essentiellement les transcriptions du droit UPOV dans les droits nationaux qui définissent les ressources génétiques comme du domaine public à l'échelle des États, à l'échelle internationale, c'est désormais le TIRPA qui prolonge cette notion de domaine public en offrant à tous ses membres un accès facilité aux ressources génétiques du système multilatéral de la FAO. Mais attention, l'articulation entre l'UPOV et le TIRPA n'est pas simple, je dirais même plus, elle n'est pas simple du tout. Disons tout de suite, pour introduire la prochaine vidéo sur les brevets de plantes, que le TIRPA n'a jamais vraiment réussi à garantir le droit des agriculteurs sur leurs variétés. Et que ce que l'UPOV et le TIRPA avaient bien réussi jusqu'ici, à savoir maintenir les ressources génétiques libres de tout droit de propriété intellectuelle, est méchamment mis à mal aujourd'hui par le développement des brevets de gènes. Bon courage, la saga juridique de l'articulation entre les droits de propriété intellectuelle des industriels et la défense des droits collectifs et du domaine public ne fait que commencer.